est un historien de la ville, qui dit le dessin de la ville est toujours le dessin de la société. C'est quelque chose qui est très, très intrinsèquement lié. L'exigence principale que Paul Blanquart souligne pendant 8000 ans, il dit finalement la ville elle a été faite essentiellement pour travailler sur la cohésion sociale, et bien là peut-être qu'on n'est plus du tout sur cette figure-là. Finalement, réorganiser de la parole autour du projet urbain avec des habitants, avec des élus, avec des professionnels, avec le monde économique, etc. Quel sens ça a? Est-ce que c'est une barrière, une résistance, une façon de s'armer contre à la fois cette fracture urbaine et puis cette fracture sociale et politique? Est-ce que ça a du sens de mettre en face la participation citoyenne? Une fois qu'on a répondu à la question qu'on veut que ce soit les gens qui habitent dans ces quartiers qui y restent après la rénovation urbaine, à ce moment-là, on peut se poser la question de la participation. Et moi, je serais très caricatural. Pourquoi de la participation? Parce que c'est normal, c'est pour eux. Et deuxième chose, c'est parce que c'est efficace. Parce que je pense là aussi, et les deux pour moi sont liés, et derrière, je pense qu'il faut y croire ou ne pas y croire. Il y a un certain nombre d'élus qui y croient, je fais partie de ceux-là en tout cas, et je pense qu'à partir de là, on peut en parler, je peux développer, mais ce n'est pas le thème, très longuement, comment on peut faire derrière, mais je pense que d'abord, il faut être persuadé que c'est utile, il faut y croire, et ensuite, eh ben, on peut balbutier, essayer d'avancer les choses, mais si on n'y croit pas, on n'a aucune chance d'y arriver. La participation, elle va de soi. Enfin, c'est une espèce d'obligation morale, comme aurait dit Kant. Bon. Ladels n'a pas tout à fait écrit, enfin, on n'a pas tout à fait écrit dans Territoire que la participation relevait de la foi, mais on a écrit, je crois, et même sous ma plume, que la participation relevait d'une certaine conception de l'homme, d'un certain humanisme. C'est-à-dire que nous croyons en un citoyen qui a envie de prendre son destin en main, qui a envie de participer, et qui, s'il n'en a pas envie, en tout cas, est perfectible par une pédagogie de la citoyenneté. Donc il y a une vision optimiste de l'homme, que j'appelle moi un humanisme, au cœur de la participation. Je crois qu'on ne peut pas le nuer. Ce n'est pas une dimension religieuse, c'est une dimension qui convient aussi bien aux laïcs qu'aux religieux, mais qui est une certaine conception de l'homme qui a envie de ne pas être simplement le consommateur égoïste ou égotique de la société d'aujourd'hui, mais qui a envie d'agir avec les autres pour prendre en main son avenir. Bon. L'idée même de pouvoir participer à un certain nombre de choses a généré un énorme appel d'air qui va de l'envie de se réapproprier la philosophie, à se réapproprier sa propre vie, que ce soit sur les aspects de la ville que des aspects culturels et des aspects politiques. Je me demande si, d'une certaine manière, les intentions de ces acteurs-là, les intentions et le projet politique des élus sur la gentrification ou le départ de ces populations des centres-villes, dans un certain nombre d'endroits, on n'en a pas une vision, quand on parle là, aujourd'hui, totalement angélique. Il y a encore aujourd'hui des affrontements sur le maintien des couches populaires dans les centres-villes, qui sont des affrontements majeurs, et sur lesquels la question de la participation, à mon avis, est une question de combat frontal entre des forces sociales et ceux qui sont des acteurs et politiques, économiques, du territoire. Si vraiment les gens qui sont des décideurs, qui sont des techniciens aujourd'hui dans toutes les structures existantes, ne sont pas prêts à lâcher du pouvoir, à vraiment être dans une logique de construction d'outils de démocratie participative, et qui vont toujours, au moment opportun, avoir, comme les médecins dans Molière, ont un discours très technique, qui vont isoler les gens avec des slogans, avec comment on appelle ça, pardon, avec des sigles que personne ne comprend ou que les personnes averties, on gardera toujours les gens loin du décisionnaire. Donc il faut vraiment être déterminé à avoir une perte de pouvoir de par tous les acteurs techniques, de par tous les gens qui sont dans les structures actuellement. Je crois vraiment que si on veut améliorer par des démarches participatives les décisions ou la préparation des décisions sur l'aménagement de la ville, sur la construction de la ville, il y a un point absolument essentiel, c'est le débat. C'est comment, je veux dire, le débat, ça a une vertu fondamentale dans toutes les phases. Et donc pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait
mise en place d'instances de participation. Comme les projets urbains sont permanents, il y en a tout le temps qui arrivent. Donc il y a tout le temps des occasions de se poser la question dans quelle ville voulons-nous vivre? Le projet urbain qui est présenté soit par un promoteur, soit par une ZAC, par une municipalité, peu importe, est l'occasion pour chacun d'entre nous de se poser cette question. Autrement dit, l'occasion fait le larron. Moi, je me pose depuis un certain moment la question de savoir si vraiment c'est une bonne chose d'aborder la question de la participation par le biais du projet urbain. Je me demande si on ne fait pas une erreur en faisant ça. Pour pouvoir mettre les gens en mouvement, il faut qu'on parle tous de la même chose. Et qu'on voit tous... Bon, là, moi, dans le processus, puisque c'est un processus que j'essaie de mettre en place, c'est déjà de développer auprès des habitants cette réflexion, cette culture de la participation qu'ils n'ont pas du tout. La plus grande liberté était donnée sur les questions. On en a recensé quelques-unes au moment du diagnostic, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les questions les plus angoissantes et les plus préoccupantes pour les Parisiens et de manière générale pour les personnes qui vivent en ville, à savoir le chômage ou l'emploi et le logement, n'étaient pas mentionnées. Donc, ce qui était surtout mis en avant, c'était les questions de patrimoine, donc de protection, les questions d'espace public, et puis éventuellement deux ou trois autres thèmes. Donc, la question est bien aussi celle de comment faire pour mettre, comme disait Brauzek, faire en sorte que la concertation soit une mise en mouvement. Et dans le cadre de cet atelier populaire d'urbanisme, eh bien, on essaie justement de mettre en mouvement les habitants. Et bien avant la construction et bien avant le projet, pour que les habitants de la ville, peut-être futurs habitants, ou de l'agglomération, peut-être futurs aussi habitants, puissent savoir ce que c'était déjà que ce quartier, de façon à ce que dans un deuxième temps, bien, peut-être qu'ils ne soient pas simplement en réaction, mais qu'ils puissent aussi avoir des idées. La société civile a des compétences qui sont absolument indispensables. Et le problème, c'est peut-être de les faire émerger, ou de les entendre, ou de savoir les entendre, et qu'il faut pour ça être convaincu de l'utilité de la participation et des compétences des autres. Alors, et y compris des compétences des minorités. Une dimension essentielle des démarches participatives me semble être la mobilisation des compétences, pas la mobilisation simplement du citoyen lambda ordinaire, dit ordinaire ou dit lambda. Il est essentiel que, à l'occasion de démarches participatives et des débats, les compétences soient mobilisées, d'où qu'elles viennent, toutes les formes de compétences, pas simplement, comme on réduit souvent, à la compétence citoyenne d'usage, le citoyen étant juste capable d'un avis moyen. Non. Dans une population donnée, sur un lieu donné, il y a des compétences, y compris techniques. Et ça serait absolument dommage de se passer et de perdre ce patrimoine de compétences. Il arrive, même souvent, que les débats soient présentés par toujours les mêmes personnes. On a eu affaire à des gens qui représentaient un groupe social. Ce groupe social, c'était les habitants de tours très chics, des propriétaires des tours avec vue sur la Seine, etc., qui ont eu très peur d'un quartier qui subitement... Donc qui ont réagi. Qui ont réagi. On dit, c'est pas très compliqué. Vous demandez aux riverains de venir, mais vous invitez aussi des gens qui ont une vision de leur arrondissement, le 17e, d'une manière un peu globale, et même des associations qui représentent, enfin, ou en tous les cas qui ont une vision de l'ensemble de Paris, et vous aurez les différents points de vue. Ça n'est pas très compliqué. Et encore faut-il aller les chercher, parce qu'ils ne viendront pas forcément. Sinon, effectivement, tous les riverains seront là. Et ils vont tous faire du NIMBY.
C'est aller le chercher et aller leur donner une légitimité aussi. Une légitimité. Ils vont se prendre dans la figure, mais d'où vous parlez, monsieur? Vous n'habitez pas le quartier. Le village où on habite, le croisement, le quartier où on habite, au bout de 15-20 ans, on connaît notre village. On va au croisement d'à côté, la station de métro à côté, on connaît 2-3 personnes, alors qu'on en connaît 7 ou 800 là où on habite. Si la structure de démocratie participative qu'on a à mettre en place n'est pas à cette échelle de la vie sociale réelle, on échappe complètement justement à l'investissement de ces gens qui sont isolés de la vie politique et sociale. Tout le monde a quelque chose à dire, même les plus isolés, les plus distants de la vie politique et sociale, ont vraiment des analyses profondes de leur quartier et ont des points de vue très élaborés. Beaucoup d'habitants de la ville, je dirais, votent avec leurs pieds. La ville n'est plus attractive, mais elle est un repoussoir. Et les communautés de communes ou autres structures d'intercommunales qui s'étaient construites autour du développement local pendant des dizaines d'années sur le fait qu'il fallait retenir leur population, qu'il fallait arrêter la dévitalisation et la désertification rurale, sont maintenant confrontées au problème inverse, c'est-à-dire à l'afflux des urbains qui quittent la ville repoussoir pour aller s'installer dans le périurbain, voire dans le rural, assez proche et bien desservi par des routes. À qui revient la production de la ville, quand on parle de ce phénomène, qui n'est pas simplement un phénomène de « je rêve à mon jardinet, à ma petite maison », qui est un phénomène de départ forcé vers l'extérieur, je crois, hein, faut être clair là-dessus. Quelle est l'autorité, aujourd'hui, qui peut remettre ce phénomène-là en débat? On a une habitude de planification qui résulte des années 70. On ne sait pas la réinterpeller aujourd'hui, remettre en place des processus de planification qui prennent réellement en compte cette échelle de temps. Et à l'intérieur de cette échelle de temps, tous les bouleversements liés aux enjeux de société qu'on connaît. C'est-à-dire, effectivement, à gérer finalement nos grandes incertitudes. Quand on parle réchauffement climatique, quand on parle enjeux écologiques, on est sur des notions de temps qui font que, là aussi, nos certitudes ne sont plus des certitudes. C'est-à-dire, ce qui peut être vrai à un moment donné ne l'est plus le lendemain. On a des Scots qui définissent un intérêt collectif sans planifier. Hein, on nous dit on fait des beaux dessins, il faut faire des flèches, mais surtout il ne faut pas montrer parce que c'est planifié. Maintenant, bon. Et ça veut dire que si on regarde du point de vue des élus, ça veut dire que c'est au local d'assumer la contrainte qui découle de ces orientations d'un Scot. Hein, et c'est eux qui vont se prendre de plein fouet la réaction des habitants face aux contraintes qu'il faut bien mettre en place. Ou alors, si on ne met pas en place de contraintes, ben on laisse la ville aller, s'étaler, etc. Hein. Bon. Alors ça, il me semble que là-dessus, l'idée de replanification, on a connu une phase de déplanification, et l'idée de légitimer une replanification démocratique, c'est quand même je crois que c'est une idée qui est vraiment d'actualité. Les orientations qui sont quand même extrêmement nombreuses, fortement portées par les intercommunalités, sont peu ou pas connues des habitants, et surtout on n'a aucune prise, il n'y a pas de lieu de débat au niveau de l'interco. Je trouve qu'il y a dans ce questionnement du réchauffement climatique ou du bilan CO2 ou des agendas 21 sous quelques formes qu'on les aborde, vraiment une remise en cause de la manière de faire la ville et de où sont les compétences, puisque les architectes, les urbanistes, tout le monde se pose les mêmes questions et la formation n'a pas suivi. Et je pense qu'il y a, on parlait tout à l'heure des compétences, besoin aujourd'hui de compétences pour simplement mettre en relation le professionnel d'un sujet, l'élu d'un sujet, avec la population, l'idée en tout cas que des habitants pourraient contribuer à la réflexion de ce professionnel et de cet élu. Je pense qu'aujourd'hui il y a besoin d'une compétence spécifique. Alors est-ce que c'est de la médiation? Nous on parle plutôt d'accompagnement, mais en tout cas qu'il y a besoin d'un tiers qui vient pour aider à fluidifier et à améliorer les conditions de la rencontre.